Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Henri Joyeux, célèbre cancérologue, et vous êtes l'auteur de nombreux succès de librairie, toujours passionné. On va parler de vos derniers livres, notamment Alzheimer et Parkinson, un livre fascinant. Il y a également votre combat autour des vaccins. Comment s'y retrouver sans perdre la santé, c'est aussi un livre qui vient de sortir aux éditions du Rocher, monsieur le professeur. D'abord, j'aimerais parler de vous depuis plusieurs années. On vous connaît, on vous suit. Vous êtes cancérologue à l'origine. On sent que vous êtes passionné par l'homme, par l'être humain, parce que vous continuez de faire des conférences en Suisse, en Belgique, dans toute la France. Quand on vous appelle, vous êtes toujours disponible. Vous avez envie de transmettre votre amour de l'homme. Tout à fait. Vous savez, je suis chirurgien et je connais bien l'intérieur de l'homme. Pourquoi ? Parce que le cancer, malheureusement, peut toucher un peu toutes les zones du corps. Et donc, j'ai opéré au niveau des cancers de la thyroïde, du cou, du thorax, de l'abdomen, du pelvis, des membres. Donc ça oblige à connaître l'intérieur de l'humain dans son détail, si vous voulez, anatomie, mais aussi fonctionnement, physiologie. Et puis il y a ce que j'appelle l'anthropologique par rapport à l'anthropo-illogique. Le cancer est illogique dans notre corps, il ne devrait pas y être. Nous ne devrions pas être malades. Mais le problème, si vous voulez, c'est que toutes ces maladies que nous observons, quand nous les regardons de près, eh bien nous voyons qu'elles ont des causes. Les maladies ne tombent plus du ciel. C'est pas le bon Dieu pour telle ou telle faute qui nous enverrait ceci ou cela. Non, je pense que c'est lié au fait qu'il y a énormément de choses que nous ne savons pas, mais que les médecins savent, que des savants, je ne suis pas savant, mais je suis médecin et je connais bien donc l'intérieur et le fonctionnement de l'humain, et les savants ne disent pas. Je suis quelqu'un qui, étant enseignant à la faculté de médecine de Montpellier, j'aime enseigner, et j'aime enseigner, je dirais, à la méditerranéenne, c'est-à-dire avec beaucoup d'images, avec de l'humour aussi, parce que par l'humour, on arrive à faire passer des choses, et je me rends compte que les gens que je vois qui m'écrivent, ils retiennent des choses assez amusantes, mais qui sont très importantes pour leur propre santé. Mais qui ont été dites avec humour. Exactement. Vous faites penser à un célèbre professeur de droit, qui est reconnu internationalement, c'est Jean-Claude Martinez, qui enseigne le droit avec humour. Il fait rire ses élèves, et les élèves se souviennent encore mieux après des leçons de droit constitutionnel qu'il a transmises. C'est incroyable. Mais vous-même, personnellement, franchement, professeur Joyeux, à votre âge, avec le succès que vous avez eu, vous auriez pu être tranquille, ne rien dire, ne pas vous recevoir les foudres de l'administration, être un cancérologue connu, reconnu comme vous l'êtes, faire des croisières avec votre épouse, aller jouer au golf et pas vous ennuyer avec tout ce que vous recevez sur la tête. Franchement, c'est pas mon style. Si vous voulez, c'est pas mon style et puis c'est pas mon bonheur. Moi, mon bonheur, c'est de transmettre. Je suis pas un bon touriste au sens où j'aime bien les musées quand j'ai des choses à apprendre, mais ce qui m'intéresse, c'est l'humain. C'est de parler avec des gens, c'est de les écouter, c'est de voir où ils en sont et de pouvoir leur dire, mais écoutez, ça c'est soluble, ça on peut vous aider. Vous avez peur de l'Alzheimer, mais moi je vais vous aider à pas l'avoir, en vous expliquant comment l'avoir, un Alzheimer ou un Parkinson. Si vous voulez avoir un cancer de l'estomac, du côlon, du rectum, de l'ovaire, du sein, de la prostate, je vais vous aider. Alors les gens, ils sont tout étonnés, vous allez m'aider à avoir un cancer. Et oui, parce que si vous savez comment l'avoir, vous saurez bien comment pas l'avoir. Et donc, c'est une démarche qui m'a été donnée par des patients qui étaient venus me voir en me disant, ben voilà, docteur, ni ma femme ni moi, nous ne sommes malades et on vient vous voir parce que on aimerait avoir un cancer. Ah bon ? Pourquoi vous voulez avoir un cancer ? Parce que si vous nous expliquez bien, nous saurons bien comment pas l'avoir. Voilà. C'est génial. C'est une démarche tout à fait intéressante et à travers mes conférences grand public, ce qui m'intéresse le plus, c'est le temps des questions-réponses. Questions du grand public parce que je me rends compte qu'est-ce qu'il a pigé, qu'est-ce qu'il n'a pas pigé, quelles sont ses questions. Et à partir de là, je me suis rendu compte que, au fond, le grand public, ce qui l'intéresse, c'est la santé. Or, en médecine, on n'apprend pas la santé, on apprend la maladie. Et là, il y a un véritable, si vous voulez, lapsus entre les deux, qui fait que nous pouvons nous rejoindre, nous qui connaissons la maladie, en expliquant comment éviter la maladie, ce qui n'est pas suffisamment dit aux étudiants en médecine. D'ailleurs, vous commencez directement votre livre avec presque un peu de provocation. Voulez-vous Alzheimer ou Parkinson ? Nous pouvons vous aider. Voilà, exactement. Voilà. Mais pour bien comprendre et après se plonger dans cette compréhension, il faut aussi, comme vous le dites,
être à l'écart, se mettre une partie de son cerveau à l'écart de la doxa, du politiquement correct, des publicités parfois, des publicités, des laboratoires pharmaceutiques. Hein. Absolument, absolument. C'est-à-dire que, si vous voulez, les laboratoires pharmaceutiques, depuis je dirais un demi-siècle, ils ont réfléchi de façon extrêmement simpliste et ils se sont dit, ça va marcher, tout le monde va nous comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des médicaments et ça c'est bien. Bon, mais créer des médicaments quand il n'y a pas de maladie, il y a un problème. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous créez la maladie, et puis ensuite, vous créez le médicament. Et donc, il y a eu, et les Américains l'ont parfaitement analysé, un nombre de maladies passant par la psychologie, dans le cadre du psychosomatique, un nombre de maladies extraordinaires qui ont été créées dans le but simplement de faire consommer du médicament. Et ce médicament, s'il est remboursé par la Sécu, en réalité, l'assurance maladie, c'est bien nous qui la payons par nos impôts. Et maintenant, il y aura les mutuelles. Bon, mais qu'est-ce qu'ils font de l'argent qu'ils reçoivent quand nous achetons, quand nous consommons des médicaments? Ils vont en bourse. Ils vont en bourse avec le pognon de la sécurité sociale, c'est au fond avec notre propre argent. Et à partir de là, si vous voulez, ils vont avoir des actionnaires. Les actionnaires, on leur fait chanter, on leur fait croire qu'il va y avoir demain le vaccin contre le sida, le vaccin contre ci, le vaccin contre ça. On va être vacciné contre tout ce qui ne va pas. Un jour, il va y avoir un vaccin contre le chômage. Hein, on peut aller jusqu'à... Ça, c'est absolument absurde, d'une part, et d'autre part, c'est une exploitation du grand public qu'on prend pour des consommateurs. Voilà. Ça me fait penser ce que vous me dites dans les années 60-70, l'image caricaturale du couple parisien qui descend avec sa voiture sur la Côte d'Azur et quand il arrive dans la Drôme, il y a le garagiste qui ouvre son capot et qui dit « Oh là là, ma brave dame, vous comptez encore aller jusqu'où avec ça? Oh là là, il y a un problème. » Et il trouve un truc et la voiture, voilà. Et c'est une longue facture. C'est un peu ça, quoi, finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Votre livre... est une mine d'informations. Alors comme c'est une mine d'informations, je sais pas par quoi commencer, mais en résumé sur Alzheimer et Parkinson, bien comprendre son cerveau. Vous nous expliquez qu'il faut bien comprendre. Il y a deux choses importantes. C'est le cerveau qui contrôle tout, son intestin. Oui. Que l'hérédité, il ne faut pas y croire, il ne faut pas tomber dans la fatalité très faible, en disant oui, c'est comme ça, ma brave dame, vous n'y pouvez rien, et vos enfants seront comme ça. Alors il y a l'hygiène de vie, l'oxygène. Mais ça, c'est bon, l'hygiène de vie sur le cancer, surtout, non? Oui, alors, le corps est très cohérent, si vous voulez, parce que imaginez que nous donnions un conseil nutritionnel en vous disant, voilà, je vais vous éviter un cancer de l'estomac, mais désolé, je vais vous donner un infarctus du myocarde. Ça serait assez incohérent. Et d'ailleurs, en médecine, nous avons des médicaments. Par exemple, on dit aux femmes qui ont été traitées pour un cancer du sein, je vous donne un traitement hormonal. On lui ment, c'est un traitement anti-hormonal. Et ce traitement anti-hormonal, pour éviter une récidive du cancer du sein, risque de vous donner un cancer de l'utérus. Alors, est-ce que vous trouvez cohérent et logique, au sens même de la science et de la santé, qu'on vous donne un médicament pour vous protéger d'une récidive du sein, mais qu'on vous donne, au passage, un cancer de l'utérus? Je suis totalement opposé à ce médicament. Et d'ailleurs, actuellement, il est en train quasiment de réduire au niveau de la consommation par les malades, parce que, ils l'ont compris, et parce que les labos se sont dit, attention, on est en train de se faire reconnaître les gens pigés et ils passent à un autre type de médicament qu'ils essayent d'imposer. Et puis le plus important dans la recette, c'est le bonheur et la spiritualité. Vous l'évoquez un moment. Alors, c'est pas une fiche santé, hein, parce que vous allez vraiment dans le détail avec des termes techniques. D'ailleurs, j'ai pas tout compris n'étant pas médecin, mais vous expliquez ça parfaitement bien sur l'oxygène, sur le sang, etc. Donc il faut vraiment lire le livre pour comprendre. Je fais parler le cerveau. Voilà, je fais parler le cerveau et c'est le cerveau de chacun d'entre nous qui nous parle et qui nous dit ce dont il a besoin. Oui. Il a besoin de bon sucre. C'est pas le sucre Saint-Louis. C'est pas le sucre raffiné, c'est le sucre qui est dans les fruits, pas dans les compotes, parce que celui-là est abîmé, c'est un fruit frais, de saison, etc. Il a besoin d'oméga 3, mais oméga 3 c'est compliqué pour les gens. C'est les poissons, les fruits de mer. Vous lancez la ligne à la bolle et vous avez du poisson de qualité. Vous le faites cuire à la vapeur douce, ça c'est important. Pas trop la papillote. Il faut se méfier qu'il n'y ait pas trop d'aluminium, de produits qui sont biopersistants, qui risquent de persister dans le corps et de se retrouver dans l'hippocampe. Le barbecue, c'est pas recommandé. Alors, le barbecue, il est bon s'il est vertical. S'il est vertical. Et j'ai trouvé un homme de 83 ans récemment, qui est passé d'ailleurs sur une télévision, je crois que c'était la 5, où je l'ai fait interviewer et j'ai démontré les travaux de recherche que j'avais fait dans les années 92, figurez-vous, où j'avais montré que le barbecue vertical
ne fabriquait pas de benzopyrène, c'est-à-dire de produits cancérigènes, alors que l'horizontal, il en fabrique tout le temps. Donc, aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le barbecue vertical. Donc, sa côte de bœuf, voilà, vous la mettez à la verticale, elle est suspendue, et vous avez le feu de chaque côté. C'est absolument génial. Vous n'êtes pas obligé de la retourner. Parce que même dans l'horizontale, la côtelette, il faut la retourner. Eh bien, là, avec le vertical, la solution, et il s'appelle Volcaya, Volcaya. Le professeur Henri Joyeux est mon invité. On parle de son dernier livre, Alzheimer et Parkinson, aux éditions du Rocher. On va également parler de vaccins, comment s'y retrouver sans perdre la santé. Et je rappelle que vous avez également votre blog avec votre actualité régulière. Et ma lettre hebdomadaire. Voilà. Oui. Presque 1 million de personnes vous suivent. Alors nous sommes à 550 000 personnes qui sont adhérentes à la lettre. Oui. Alors la pétition est à 753 000, on va à 800 et pendant le débat qu'il va y avoir, puisque la ministre a enfin décidé de faire un débat, mais elle a déjà donné les réponses au débat. C'est le gouvernement actuel, oui. Mais pendant le débat, je suis sûr que nous allons monter à 1 million, de telle façon que alors c'est pas la ministre qui est importante, ce sont les labos. Car les labos, ce que je leur demande en clair, et je suis certain qu'il y en a qui m'écoutent, c'est que nous voulons, pour les enfants, le seul vaccin obligatoire trivalent, c'est le DTP contre la diphtérie, le tétanos et la polio, sans aluminium. Et nous voulons changer le calendrier des vaccinations en distinguant bien la maman qui allaite son enfant et qui l'allaite selon ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, qu'il a démontré. L'idéal pour un enfant, c'est 6 mois d'allaitement intégral par la maman, si elle en fait le choix, mais il faut bien le lui expliquer et s'y préparer. Et deuxièmement, 1 année avec apéritif. C'est-à-dire, avant de partir au travail, le bébé prend un petit coup de lait de sa maman et au retour du travail de maman, il reprend. Et là, le système immunitaire est fait. Figurez-vous que le système immunitaire d'un enfant, c'est démontré, mais beaucoup de pédiatres, j'espère qu'il y en a qui nous écoutent, l'ont oublié parce qu'ils l'ont appris en première année de médecine et puis que ça passe vite. Il faut 1000 jours pour le fabriquer. C'est-à-dire, le temps de la conception jusqu'à l'accouchement, ça fait 270 jours. Vous ajoutez 2 fois 365 jours, c'est-à-dire 2 années. 2 années plus le temps de la grossesse, ça fait 1000 jours. Au bout de 1000 jours, le système immunitaire de l'enfant, il est parfait, il est mature. Alors, pourquoi les labos ajoutent des adjuvants comme l'aluminium, le squalène, à un moment c'était le mercure, tout simplement parce que cet adjuvant, c'est un irritant du système immunitaire qui n'est pas encore en place. Or, si vous forcez un système immunitaire, vous risquez de faire des bêtises graves, de l'eczéma, un problème de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes. On a des maladies. Par exemple, le purpura thrombopénique idiopathique. Ça veut dire quoi? PTI. Ça veut dire que vous n'avez pas assez de plaquettes. Au lieu d'en avoir 250 000, vous en avez 50 000, parfois 30 000. C'est quand même grave. À ce moment-là, vous avez des problèmes de coagulation et le bébé se retrouve avec un purpura, c'est-à-dire des taches rouges de sang sur tout son corps. Lié à quoi? Lié à un vaccin. Et quand on dit que c'est un purpura idiopathique, le mot idiopathique veut dire on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, idiopathique, on ne sait pas. Si vous avez un accident idiopathique, on ne sait pas pourquoi vous avez eu un accident. Bon, eh bien, le purpura thrombopénique idiopathique, ce sont les vaccins. Et il n'est pas impossible qu'il y ait des leucémies ou des maladies graves. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui est un excellent vétérinaire. Ce vétérinaire, je lui dis, écoute, Pierre, il s'appelle Pierre May en Savoie. Pierre, il faut que tu me fasses, dans le bouquin sur les vaccins, le chapitre sur la vaccination des animaux. Parce que moi, je ne suis pas vétérinaire. Bon, il m'a fait le chapitre. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'il y a des vaccins qui sont très proches de ceux que nous donnons à l'humain, que l'on met entre les 2 épaules du chat, et qu'ils peuvent créer des sarcomes chez l'animal. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de réfléchir à monter un protocole de recherche très simple pour interroger les parents dont les enfants ont eu des sarcomes au niveau de l'os, au niveau du muscle, au niveau de la peau, parce qu'il y a des sarcomes un petit peu partout et qui pourraient peut-être être reliés. Je le mets sous forme interrogative, vous voyez? Mais ce sont des choses absolument essentielles. Son travail, c'est de pouvoir chercher, de pouvoir débattre. Voilà, et de chercher dans l'invisible. C'est qu'on vous empêche parfois même de poser des questions même. Oui, tout à fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'un chercheur doit chercher. Mais bien sûr, et il faut faire mieux que ce que disait De Gaulle, qui disait il y a beaucoup de chercheurs qui trouvent que dalle. Mais pourquoi ils trouvent que dalle? Parce qu'ils ne savent pas chercher. Mais il ne faut pas citer De Gaulle en ce moment, c'est pas bon. C'est vrai. J'aimerais revenir sur votre livre sur Parkinson. En résumé, vous dites qu'il faut avoir une bonne santé, une bonne santé mentale, une bonne hygiène de vie, oxygéner le cerveau. Parfois même, cette oxygénation, elle peut être aussi mentale, c'est-à-dire à travers la spiritualité.
Je pense, et vous citez par exemple des malades célèbres de Parkinson. Oui. Alors j'aimerais vous poser la question suivante. Je connais une jeune femme de 35 ans qui ne fume pas, parfaite hygiène de vie, etc. Oui. Elle est diagnostiquée Parkinson. Et pourtant, une parfaite hygiène de vie. Et vous citez aussi par exemple le cas de Jean-Paul II. Oui. Qui était sportif, on sait qu'il faisait du ski. Mais il mangeait à la polonaise. Ah, il était gourmand. Ça, c'est pas un défaut d'être gourmand. Mais le problème, c'est que on m'a raconté que quand il avait faim d'un repas, il faisait un petit signe à la sœur pour lui dire, ma sœur, la petite viennoiserie polonaise de son enfance. Alors, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi les produits laitiers. Or, les produits laitiers de notre enfance, celles de Jean-Paul II comme celles d'aujourd'hui, ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, de notre enfance, on faisait bouillir le lait. Aujourd'hui, le lait, il est à ultra haute température, donc c'est pas la même chose. Et à ultra haute température, vous ne détruisez pas les facteurs de croissance qui sont destinés au veau. Or, je rappelle que le veau, après sa naissance, il prend 365 kilos, donc 1 kilo par jour, alors que le petit humain, il en prend 5 kilos. Mais au bout de cette première année, le petit humain, il est malin, il est intelligent, il parle, il bouge, etc. Il marche, alors que le veau, excusez-moi, mais il est aussi con un an après que quand il est né. Par contre, il pèse 365 kilos. Ah oui, mais le petit humain, lui, voilà. Alors le lait de la vache d'aujourd'hui n'est pas fait pour l'humain. Or, nous sommes les seuls mammifères adultes à boire du lait. Avez-vous remarqué que le yaourt d'aujourd'hui, il est pratiquement liquide pour le boire comme on le boirait au verre? Alors moi, je dis que le yaourt, je le prescris la veille du départ dans l'au-delà. Alors on me dit, ah mais Joyeux, il dit que le yaourt il tue. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et le jour où ma femme me fait un cadeau d'un yaourt, je saurai que le lendemain, je risque de m'en aller. Voilà. Oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est comment expliquez-vous qu'on a tous autour de nous des cas de personnes qui vivent, qui font la fête, qui ont des vies de patachons, et vous les voyez à 90 ans, bon pied, bon oeil, et tout va bien, et d'autres qui bouffent bio, qui fument jamais, etc. Vous avez raison. À 40 ans, il y a ce qu'on appelle la susceptibilité génétique. Dans la susceptibilité génétique, vous avez évidemment, nous avons à peu près 23 000 gènes, et là-dedans, tous ces gènes sont porteurs d'un très grand nombre d'éléments qui déclenchent le fait que nous avons les cheveux de telle couleur, les yeux de telle couleur, la hauteur, la taille, etc. Alors, là-dedans, vous avez effectivement les comportements de santé, et puis vous avez quand même quelque chose qui est très important qu'on oublie, c'est l'état psychologique. Dans l'état psychologique, c'est ce qu'on appelle la psychosomatie. Si vous avez un état psychologique d'une petite dépression chronique, c'est pas une dépression qui vous amène chez le psychiatre, mais vous êtes avec des neurotransmetteurs, des neuromédiateurs que fabriquent vos neurones qui sont plutôt négatifs. Vous êtes un peu dans la jalousie, dans la comparaison, dans la pas bon sommeil, une espèce de petite déprime, une petite anxiété de fond. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un système immunitaire que vous abîmez. Et pourquoi vous l'abîmez? Parce qu'on ne vous a pas expliqué comment il marche. Et on ne vous a pas expliqué que quand vous avez des neuromédiateurs négatifs dans votre cerveau, qui déclenchent chez vous cette amertume, ce besoin de prendre un médicament peut-être pour dormir, etc., eh bien, si vous vous bougez, si vous allez faire la marche nordique au bord de la mer, si vous allez faire tel ou tel sport qui vous fait plaisir, eh bien, vous allez transformer ces neuromédiateurs négatifs en neuromédiateurs positif de la créativité, de l'imagination et au fond du bonheur. Et le bonheur, ça se construit. Mais pour construire notre bonheur, il faut encore savoir quel est l'inverse du bonheur et comment on peut aller malheureusement à l'inverse du bonheur. Et nous sommes dans une société où quand nous regardons les médias, on voit des avions qui tombent, des bateaux qui coulent, des gosses qui ont un cancer, des agressions, des pédophilies, des ci, des ça. On a de quoi s'inquiéter. On a de quoi s'inquiéter, mais on s'inquiète parce que on ne sait pas que tout ça est évitable. Tout cela est évitable. Il y a aujourd'hui, je prépare un bouquin qui s'appelle « Comment parler à nos enfants de l'amour et de la sexualité et de la santé en respectant le jardin de secret de chacun ». Et j'ai mis au point une méthode pédagogique, figurez-vous qu'elle commence à 4 ans. Et elle finit à 100 ans, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et je dis que si le soir, quand on se couche, on n'a rien appris, il ne faut pas aller se coucher. Quand j'ai dit ça à mon fils de 7 ans, le dernier, il me regarde, il était 7h30 du matin, il me dit « Papa, tu m'as dit que si le soir, on se couche, mais qu'on n'a rien appris, on va pas se coucher ?» Oui, eh ben, est-ce que je peux aller me coucher? Il avait compris effectivement combien c'était important, il venait d'apprendre quelque chose. Tous les jours, il faut apprendre quelque chose, il faut tous les jours avoir son cerveau orienté vers l'avenir. Et l'avenir, c'est là qu'il y a, ce dont vous parliez à un moment, la spiritualité, car nous ne sommes pas simplement qu'une machine physique, qu'une machine qui pense, qu'une machine qui aime. Nous sommes 4 parties de notre être. Pour moi, il y a le corps, il y a l'esprit, l'intelligence,
il y a l'affectivité que je relie à la sexualité parce que la sexualité homme-femme, l'amour entre des humains est quelque chose d'extrêmement important pour être en équilibre. Et puis vous avez ce que Jean Delacroix appelle la fine pointe de l'être. Et la fine pointe de l'être, tout simplement, c'est ce qui nous anima, c'est l'âme. Alors, professeur Henri Joyeux, pour vivre bien, sans Alzheimer, pour éviter au maximum... Alzheimer et Parkinson. Parce qu'on peut jamais dire sans. Hein, Non. Éviter au maximum on fait tout pour. Le cancer, Alzheimer, Parkinson, il faut vivre comme Monsieur Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Mais le Monsieur Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie vivait dans un monde où tout allait bien, tout le monde s'entendait bien, les petites jalousies c'était de temps en temps et on réparait ça autour d'un bon dîner, la famille était unie et on sentait qu'il y avait des hormones de bonheur et de plénitude qui se créaient. Tout à fait. Mais aujourd'hui, Monsieur Ingalls, en 2015, qui a sa petite maison dans la prairie, il reçoit le matin une lettre commandée de l'URSSAF, le lendemain matin une lettre commandée du RSI, ensuite un contrôle fiscal parce qu'il n'a pas déclaré X tonnes de bois qu'il a vendu, ensuite il y a sa petite fille qui rentre du lycée, il découvre des SMS d'un petit ami qui lui dit je vais te vendre des barrettes de shit. Monsieur Ingalls aujourd'hui en 2015 sur la télé à longueur de temps, il y a des tentations, il y a des femmes nues, il y a la femme qui est jalouse. Enfin, vous voyez ce que c'est que le monde d'aujourd'hui. On peut pas vivre. Voilà. Oui, alors écoutez, vous avez tout à fait raison. Il est important de bien le signifier ce monde. Et je trouve que votre description est extrêmement intéressante. Eh bien, face à cela, il faut savoir mettre en place, je dirais, des balises, qui sont des balises non pas pour allumer, éteindre en disant attention, il fait peur, c'est dire où est-ce que ça me conduit tout ça ? Où est-ce que ça me conduit ? Ça me conduit à me stresser, à m'angoisser. Alors ça ne veut pas dire que je vais déchirer le papier de l'URSSAF ou que je vais engueuler ma petite parce que elle a sur son portable ceci ou cela, mais ça veut dire que je vais devoir la prévenir préalablement. Donc ça veut dire qu'il faut une information de qualité et cette information, je la fais passer à mes enfants. Nous avons 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Nous en avons maintenant 13 petits-enfants. Eh bien, nous essayons de transmettre. J'aime transmettre, mais la transmission, ça se fait en répétant les choses, parfois d'une manière différente. C'est la pédagogie. La pédagogie ne consiste pas simplement à informer, mais à vérifier que l'information est passée. Et c'est là que le parent, le grand-parent, l'homme et la femme, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ce que ma femme comprend, parfois je ne le comprends pas. Ou inversement, quand elle comprend pas quelque chose, c'est moi qui lui explique. Nous avons besoin de cette complémentarité du masculin et du féminin qui est d'une extrême importance, mais que le président de la République n'a pas pigé, ainsi que ses assistants ministres qui ne comprennent rien à la situation et qui nous amènent vers le gouffre. Donc je pense que il est important d'être lucide sur ce qui se passe et cette lucidité ne doit pas m'inquiéter, mais m'aider à construire justement ce vers quoi je ne veux pas aller. Mais vous êtes vaincu, monsieur le professeur, vous êtes vaincu parce que vous allez passer 1 heure ou 2 heures par jour, grand maximum, à faire cela. Et en face, vous avez 7 heures d'éducation nationale qui disent l'inverse. Oui. Et 3 ou 4 heures de télévision qui disent l'inverse. Alors j'ai des solutions à vous proposer. Pour le prochain ou la prochaine présidente de la République, je propose 2 ministères d'État. Un ministère d'État chargé de l'agriculture et de la santé. Pourquoi ? Parce que l'agriculteur, s'il me donne de bonnes choses, il m'évite d'aller à l'hôpital. C'est la même chose. Voilà. Et donc, si par contre, il me donne des pesticides... Vous le dites, c'est le voilà. cerveau, le S'il me donne des cochonneries à manger, il va m'envoyer à l'hôpital. Donc, l'agriculteur, premier acteur de santé. Donc, ministère d'État chargé de la santé et de l'agriculture ou de l'agriculture et de la santé, comme on veut. Et deuxièmement, un ministère d'État chargé de la famille et de l'instruction ou de l'éducation. Pourquoi ? Parce que les familles et les professeurs doivent être en symphonie. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, le gouvernement, en particulier l'actuel, il a opposé les familles avec les enseignants. Et cette opposition, c'est une opposition guerrière, débile. Et qui est-ce qui déguste ? C'est l'enfant. Quand j'ai proposé, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental. J'ai proposé, lorsque nous avons discuté... Vous faites des rapports de 500 pages qui ne sont jamais lus par ils sont jamais lus. Oui. Eh bien, quand j'ai proposé que peut-être à la fin du primaire, il y a une obligation de résultat pour les directeurs d'école du primaire, vous savez ce que les syndicats ont dit, qu'il n'en était pas question. Il n'est pas question d'imposer qu'à la sortie du primaire, le gosse sache lire, écrire et compter. Vous vous rendez compte hein, alors que c'est le plus gros budget de la nation, il va vers l'éducation nationale, plus que vers l'armée et vers les autres budgets. Donc, ce que je crois, c'est que nous sommes dirigés aujourd'hui par des incapables et qu'il faut que nous ayons, si vous voulez, une véritable
comment dire, une véritable force d'information et de parfois un peu de provocation au niveau des futurs hommes politiques qui, eux, n'ont pas suffisamment le temps de penser, mais nous l'avons parce que nous sommes sur le terrain. Et c'est ça qui me passionne. Le professeur Henri Joyeux est mon invité. On parle du dernier, Alzheimer et Parkinson. Tout savoir pour éviter. Alors, éviter, ça veut pas dire, quand on dit on va éviter que quelque chose nous tombe sur la tête si on prend cette rue parce qu'il y a des travaux, ça veut pas dire qu'on ne les recevra pas. Hein. Non, c'est vrai, mais éviter, voyez... prendre le moindre risque. Voilà. Le moindre risque, c'est repérer déjà deux choses. Est-ce que j'ai un bon goût et un bon odorat? Oui, vous le dites, ça m'a surpris. Voilà. Alors, quels sont les deux premiers signes? Son goût et son odorat. Les deux premiers signes, c'est goût et odorat. Pourquoi? Parce que les papilles de la langue, nous les refaisons tous les 10 jours. Vous avez 50 ans, eh bien, vos papilles de la langue, elles n'ont pas 50 ans, elles ont 10 jours. Nous les refaisons tous les 10 jours. De la même façon qu'on a les cheveux qui poussent, qu'on a les ongles qui poussent, qu'on a la peau qui se refait, nous refaisons les papilles de la langue tous les 10 jours. Mais c'est pour ça qu'on dit que quand on arrête de fumer, instantanément, presque quelques jours plus tard, on retrouve... Exactement, vous allez retrouver du goût, et vous avez des glandes salivaires dans les joues, 400 à 700 qui sont microscopiques, en plus des glandes salivaires, les macroscopiques, qui sont les 6 glandes parotides sous-maxillaires et sublinguales, et donc ces glandes salivaires nous donnent la salive, qui n'est pas simplement de l'eau, mais qui est un produit qui contient des enzymes du goût et de la digestion. Nous commençons à digérer dans le palais des saveurs. J'aime pas utiliser le mot bouche, je dis que la bouche c'est fait pour se rouler des pelles. Par contre, le palais des saveurs, ça a toute une belle signification. Et figurez-vous que l'odorat, nous le refaisons tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Or, qu'est-ce qui se passe dans l'Alzheimer et le Parkinson? Quels sont les premiers signes avant le tremblement ou avant la perte de la mémoire? C'est la perte de la mémorisation du goût et de la mémorisation de l'odorat. Donc, il faut, quand on commence à perdre le goût et l'odorat, il faut faire très gaffe. Il faut les stimuler, il faut prendre du temps pour manger, il faut choisir des aliments qui ont du goût, donc il ne faut pas aller au McDo. Il faut prendre une viande ou du poisson que l'on va longuement mastiquer pour s'en régaler. Hein? Alors que si vous allez au McDo, comme je dis souvent au McDo, je dis ça aux jeunes, vous avez de la viande hachée qui a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Et récemment, un étudiant, je ne sais plus de quel pays, vient me dire, mais monsieur Joyeux, c'est vrai que la viande, elle a été mâchée par quelqu'un d'autre avant moi au McDo. Je dis non, j'ai fait un lapsus. Mais simplement, ce qui est important à bien comprendre, si vous voulez, c'est que nous oublions que dans notre palais des saveurs, il y a tout ce qu'il faut pour goûter. C'est pas votre estomac qui vous dit que c'est bon. C'est pas votre côlon qui vous dit que c'est bon. À la sortie, au contraire, c'est comme le tuyau d'échappement d'une voiture. Quand vous avez la pétarade de la voiture qui est toute noire, ça veut dire que dans le carburateur, il y a des choses qui vont pas bien. C'est un peu la même chose. Il y a un problème d'équilibre et c'est pour ça que je suis passionné et dans mes lettres qui sont envoyées à 550 000 personnes aujourd'hui, toutes les semaines, j'essaye de faire parler les organes. C'est ma femme un jour qui me dit, nous étions ensemble, mais pourquoi tu ne ferais pas parler les organes? Alors je lui dis, mais je vais faire parler ton utérus. Elle me dit, pourquoi pas? Ok. Et la semaine d'après, j'ai commencé à faire parler le foie, puis la vésicule, puis la rate, j'ai fait parler les méninges, je vais faire parler le cerveau, je vais faire parler tous les organes les uns après les autres pour faire comprendre à l'humain la beauté de son corps et qu'il puisse mieux gérer son capital santé. Et l'odorat. Et l'odorat, absolument. Ça me fait penser, on m'a raconté, Geneviève Dorman, qui n'est plus là. Geneviève Dormois, non, c'était pas Dormois. Geneviève Dorman. Dorman. L'écrivain. Avait se baladé avec une feuille de papier avec son chevalet, oui. Et elle allait dans les lieux publics, dans les restaurants, et elle mettait espace fumeur. Elle mettait ça, et quand le garçon lui dit ah non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas fumer, elle dit ok, mais alors je vais péter alors, parce que là ça va, là c'est autorisé. L'odorat. Oui, l'odorat. Très si important. On ne s'en rend pas compte, très important. C'est que c'est le début. Nous le refaisons tous les 3 mois, voilà. Et figurez-vous qu'au ras du cerveau, nous avons des petits nerfs qui vont vers les lobes olfactifs pour que nous ayons un odorat fonctionnel. C'est bien expliqué dans ce livre, Alzheimer et Parkinson. On va terminer, monsieur le professeur, avec un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, la spiritualité. Oui. Vous revenez beaucoup là-dessus, il y a eu le livre Le Pasteur et le Chirurgien. Exact. Et vous avez dit aussi, à un moment dans cet entretien, vous m'avez dit à un certain moment, on doit chercher même l'inconnu. Oui. Il y a toujours de l'inconnu. Oui. Plus on va vers de l'invisible et de l'inconnu, plus on se rapproche de la spiritualité. Il y a eu un médecin urgentiste qui s'appelle Jean-Jacques Charbonnier, qui a fait un livre sur les expériences de vie après la mort. Après la mort, oui. Je me souviens du livre fait par Henri Guiton avec les frères Bogdanov, le scientifique, et qui en revenait à la conclusion que
plus le scientifique, on pourrait croire, ceux qui ne savent pas, que le scientifique doit être athée parce qu'en réalité, il a besoin de choses, de questions. Mais c'est une forme de religion, l'athéisme. Mais en fait, plus ils cherchent, plus les scientifiques cherchent, plus ils se rapprochent de l'inconnu. Oui. Et ils reviennent vers la spiritualité. Vers le mystère. Vers le mystère. Vers le mystère, tout à fait. Mais quand on voit comment est construit l'univers et que certains vous disent que c'est un hasard et qu'ils calculent mathématiquement ce hasard, ils arrivent à se rendre compte que, au fond, si c'est un hasard, c'est très probablement extrêmement faible. C'est comme si vous lanciez une flèche à des millions de kilomètres de vous ou des années-lumière de vous pour les mettre dans un petit centimètre carré. Vous voyez, ça serait ça le hasard. Non, il n'est pas possible qu'il y ait un total hasard. Il y a ce que l'on appelle un intelligent design. Et cet intelligent design, ce n'est pas le créationnisme, mais ce n'est pas que le darwinisme non plus. C'est un mélange des deux. Il y a certainement un maître de l'univers, mais ce maître de l'univers, maître du temps et de l'espace, de quelle façon s'est-il révélé à l'homme? C'est à l'homme à le chercher. Et c'est ça qui est intéressant, parce que si vous regardez le livre que j'écris sur le pasteur et le chirurgien, et à la recherche du premier thérapeute de l'humanité, quel est le premier ministre de la santé pour l'humanité, qui a été aussi ministre de la famille et de la justice, eh bien c'est très intéressant, c'est tout simplement le grand Moshe, Moïse, que l'on voit chez les Hébreux, que l'on voit chez les chrétiens, que l'on voit chez les musulmans. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh bien, quand vous l'avez au sommet du mont Nebo et qu'il y a soit sa conscience qui parle, soit Yahvé, YHWH qui lui parle, Moïse lui dit, je veux voir ton visage. Et Yahvé lui répond, tu ne verras pas mon visage, tu me verras de dos. J'ai mis du temps à comprendre cela et c'est un jésuite qui m'a expliqué pourquoi de dos, tout simplement parce qu'il ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. Quand vous avez quelqu'un qui est de dos, vous le suivez ou vous le suivez pas. C'est tout à fait à votre choix. Donc c'est un choix de liberté. Et aujourd'hui, les différentes religions, c'est pour moi aussi bien les religions révélées, que ce soit l'hébraïsme, que ce soit les Hébreux, les chrétiens, les musulmans. Je considère aussi que le bouddhisme est une forme de religion parce que ça relie, le mot religion veut dire relier les uns aux autres. Mais même les athées ont une religion. Ils se relient les uns aux autres pour arriver à démontrer, tout simplement, que la vie est un pur hasard. À eux de choisir, à eux de réfléchir. Mais vous savez, quand les gens arrivent en fin de vie, c'est ça que j'ai remarqué avec les malades atteints de cancer ou de sida, parce que j'ai beaucoup suivi des jeunes atteints par le sida et partant vers l'éternité, eh bien vous vous rendez compte que la spiritualité ressort très très fortement. Il y a un besoin spirituel. Alors ce besoin spirituel n'est pas nécessairement celui qui a été appris à l'école ou au catéchisme, n'est pas nécessairement celui de la famille, c'est celui de la liberté de choix, et ça c'est extrêmement important pour moi. Ouais. Michel Audiard disait avec boutade que l'on croit beaucoup en Dieu au fur et à mesure que l'on s'en rapproche. Exact, mais c'est une très bonne formule, Et bon, oui, pourtant elle n'est pas vraie parce qu'en réalité on y croit au fur et à mesure que l'on cherche et que l'on s'interroge. Absolument. Merci encore Henri Joyeux. On va terminer un dernier mot, quelques conseils pratiques. Ce que je retiens de tous vos travaux, c'est que finalement l'hygiène de vie est essentielle, mais là on a l'impression qu'on rabâche un truc qu'on entend sans. C'est ce que j'appelle des comportements de vie. Comportements de vie, orientés vers la vie, voilà. Donc il y a une saloperie, ça c'est clair, c'est le tabac. Oui. Ça c'est clair, c'est démontré depuis longtemps. Dans le cerveau, ça monte. Ça vous abîme les papilles, l'odorat, tout ça, c'est tellement dommage. Bon, là on met ça vraiment, pour ceux qui peuvent pas s'en passer. Alors pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer... Parce que c'est vrai que c'est une drogue, vous voyez, pas les d'interdit, gens avec leur clope. Pas d'interdit. Il ne faut pas mettre un interdit parce que si vous mettez un interdit, nous sommes tous comme tes enfants, on va sauter l'interdit. Par contre, ce qu'il faut expliquer, c'est que vous fumez combien? Prenez la meilleure. Quelle est-elle la meilleure? Celle du matin, celle du soir, celle après le café, celle avant le café, celle au réveil. Choisissez la meilleure. Mais pour terminer, ce que je voudrais bien dire aux gens, c'est que il y en a beaucoup qui me suivent sur Internet, tout simplement par la lettre que j'ai publiée. Et actuellement, je lance une grande plateforme qui s'appelle jeunefamille.org. Bon, et cette grande plateforme jeunefamille.org, elle est destinée à toutes les familles, à la fois aux 820 000 mamans qui viennent d'accoucher ou aux 820 000 qui vont accoucher prochainement, et en même temps, ce que je veux, c'est que tous les gens se considèrent comme jeunes, y compris des personnes âgées. C'est pour ça que j'ai fait le livre sur les vaccins qui touchent plutôt les mamans avec leurs enfants qui viennent de naître et qu'on veut vacciner à tout prix, et puis l'Alzheimer et le Parkinson, qui est à l'autre bout de la vie, eh bien, on ne
et on peut aller vers la santé. C'est ce que je vais expliquer avec cette plateforme jeunefamille.org, où je demande actuellement, il y a 11 000 personnes qui sont inscrites pratiquement en 15 jours. Eh bien, ce que je veux, c'est faire connaître tout cela de manière la plus efficace possible, la plus simple possible, et que tout le monde puisse y avoir accès. Dans votre livre, c'est pas la définition que vous donnez de la jeunesse, mais j'interprète ça de la même manière. Toute personne est jeune dès lors qu'elle a un projet. Exactement. En se réveillant le matin, vous dites qu'il est important d'avoir un projet, de la perspective. Une perspective. Absolument. Voilà. Le jour où vous vous réveillerez un matin en disant je ne sais, il n'y a plus rien à faire. Mauvais. Là, c'est très mauvais. Je me souviens que mon grand-père, je l'avais entendu dire vers l'âge de 70 ans, il arrivait à la retraite, il avait, dans sa moustache, il avait dit une petite phrase qui m'avait beaucoup frappé, je ne sers à rien. Et ça l'a perdu. C'est pas bon. Ouais. Ah non, c'est pas bon. Et là, je me suis dit, j'avais 10 ou 11 ans, eh bien moi, je servirai toujours. Regardez les politiques, par exemple. J'ai connu des politiques, même regardez l'exemple actuel, je sais pas, vous avez vu Jean-Marie Le Pen, qui a retrouvé sa forme quand il était en conflit avec sa fille, quoi. Ça veut dire qu'il y avait des perspectives. Il y avait du... Oui, mais des perspectives, mais en même temps, toujours avec une certaine agressivité. Pas d'humour, voyez, ou alors un humour perturbateur, avec des phrases qui sont faites pour perturber les gens, pour revenir sur du passé, pour être agressif. Je pense que là-dessus, Jean-Marie Le Pen, il s'est complètement planté parce que justement, il a été un type qui a eu des neuromédiateurs et qu'il a toujours, qui sont plutôt orientés vers l'agressivité, vers la jalousie, vers une certaine méchanceté, vers, je dirais, essayer de choquer les gens, voyez. Alors, il y arrive à choquer les gens. Mais ça conserve ces neuromédiateurs, de la même manière que les positifs conservent aussi. Mais ça va mal finir pour lui, au sens où il ne peut pas être en conscience, si vous voulez, en se regardant dans le miroir tous les matins, il peut pas être en conscience en train de se dire « je vais vers le bonheur des gens », c'est plutôt vers « je vais remuer la soupe de ce qui ne va pas ». Ouais. Et ben voilà, c'était la consultation du professeur Joyeux. Voilà, merci encore. Avec grand plaisir. Alors, on vous retrouve sur cette plateforme, jeunefamille.org. Jeunefamille.org, exactement. Et nous lançons cette plateforme le 15 octobre qui vient. Et l'objectif, c'est de... Alors l'objectif, c'est de donner des réponses à toutes les personnes qui sont intéressées sur le plan de la santé, sur le plan, je dirais, du début de la vie, le problème des vaccins, la fin de la vie, le problème du cancer, le problème des maladies inflammatoires. Vous savez, les maladies inflammatoires du digestif, il y en a malheureusement de plus en plus. Et de donner des réponses très précises aux gens par une lettre qui sera une lettre hebdomadaire associée à des réponses qui seront personnelles pour ceux qui auront des questions très précises. Très bien, donc le 15 octobre. Merci encore, professeur Henri Joyeux. Votre dernier livre s'appelle Alzheimer et Parkinson, tout savoir pour éviter. Et puis on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on retrouve sur votre site internet toutes les explications. Il y a toujours cette pétition contre les vaccins. Vous nous avez expliqué cela en début d'émission. Comment s'y retrouver sans perdre la santé. Méfiez-vous des vaccins. Exactement. En résumé. OK pour le vaccin qui est obligatoire. Et ça, il n'y a pas de problème. Le DTP, diphtérie, tétanos, polio. Par contre, pour les autres, cela dépend des personnes en fonction de chacun. Merci beaucoup. Merci. C'était un événement. Donc, le professeur Henri Joyeux était mon invité aujourd'hui.